4380 jours. C'est la durée de vie moyenne d'un chien. 12 ans. Nous aurons peut-être l'immense joie de profiter de certains d'entre eux pendant de nombreuses années supplémentaires, et la tristesse abyssale d'en perdre d'autres bien trop tôt à notre goût. Alors puisque leur route à nos côtés sera forcément éphémère, ne perdons pas de temps avec des théories vaseuses et des idées reçues d'un autre âge sur ce qu'est réellement un chien. Je m'appelle Céline Errand. Je suis éducatrice et comportementaliste canin à mon compte depuis le 1er avril 2019. Par le biais de mon entreprise Aura, accompagnement du chien de famille, j'ai pour vocation à aider les particuliers à développer leur relation avec leurs chiens, à mieux les comprendre et à leur permettre d'avoir une place pleine et entière au sein du foyer. Dans ce podcast, j'aimerais rendre honneur à celle que j'étais à 17 ans, celle qui avait soif d'apprendre mais qui n'a eu à sa disposition que des conseils défaillants. Je vous propose donc ici des ressources gratuites, développées et nuancées, exprimées avec beaucoup de tendresse et une pointe d'humour, pour permettre à toute personne intéressée de mettre un pied dans l'éducation canine sans y laisser des plumes. Et puisque la carte ne fait pas le territoire, j'inviterai à mon micro des professionnels de tous horizons pour une vision pluridisciplinaire et en 3 dimensions de nos partenaires canins. Parce que 4380 jours seront toujours trop courts, utilisons-les à bon escient pour devenir les meilleurs amis de ceux qui le sont déjà pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans 4380 jours, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et l'épisode du jour est un épisode un petit peu particulier, je vous l'avoue, car j'ai hésité à le faire. En effet, je suis une professionnelle qui est très exigeante de son travail et qui veut vous proposer un contenu de grande qualité, donc forcément je me suis demandé si j'étais légitime à vous parler de cette thématique, car pour le moment ce n'est pas une de mes spécialités. Cependant, il s'agit d'une problématique qui est très commune et qui est très mal comprise, donc je vous propose un épisode pour mieux la comprendre et potentiellement éviter de l'aggraver. Donc aujourd'hui, je vous propose de déconstruire ensemble 6 idées reçues et 6 conseils moisis qui tournent autour de la protection de ressources, car vous allez le voir, il y a plein de dingueries autour de ce sujet, donc faisons le ménage une bonne fois pour toutes car il y en a bien besoin. La première idée reçue que j'aimerais déconstruire avec vous est la suivante. La protection de ressources, c'est quand le chien nous grogne dessus quand il a un os. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Pour ce faire, je vais mettre en avant une étude de 2018 qui a été mise en place avec 56 experts internationaux en comportement canin pour définir ensemble ce qu'est la protection de ressources et quelle est sa différence avec l'agression possessive. Je vous mettrai le lien de cette étude et des autres études dont je vais vous parler en description de cet épisode. Commençons par définir ensemble ce qu'est la protection de ressources. La protection de ressources a été définie comme tout comportement exprimé par un chien pour contrôler l'accès à un objet, à une personne, à un espace ou à toute autre ressource de valeur perçue. Les comportements associés comprenaient l'évitement, l'ingestion rapide, l'immobilisation, la menace ou les comportements agressifs. Beaucoup d'experts ont insisté sur le fait que la protection de ressources n'implique pas nécessairement l'agression et est un terme plus large et plus neutre. Simplifions ensemble cette définition et faisons ressortir les éléments les plus importants. Qu'est-ce que c'est concrètement que la protection de ressources ? C'est simplement quand votre chien va présenter un ou des comportements dans l'optique de garder une ressource dont il estime qu'elle a de la valeur. Et il existe 3 formes principales de cette protection de ressources. La première forme, c'est l'évitement, donc comme par exemple bloquer l'accès à l'objet avec son corps ou changer de pièce avec. La deuxième forme principale, c'est l'ingestion rapide, c'est-à-dire que votre chien va avaler un aliment très vite pour ne pas le perdre. Et la troisième forme de protection de ressources, c'est l'agressivité, le chien qui grogne, qui montre les dents et qui essaye de vous croquer un jarret. Définissons ensemble maintenant ce qu'est l'agression possessive en citant cette étude. L'agression possessive a été le plus souvent définie comme un comportement agressif, grognement, claquement de dents, morsure, montré en réponse à l'approche d'un humain ou d'un autre animal vers un objet de valeur perçue. Beaucoup d'experts ont spécifié que l'agression possessive implique l'agression et qu'elle est un sous-ensemble de la protection de ressources. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous partez du principe que la protection de ressources est uniquement un chien qui essaie de vous croquer le mollet lorsqu'il a un os, ce serait exactement la même chose que de dire que tous les desserts sont des tartes aux fraises. Effectivement, les tartes aux fraises sont des desserts. En revanche, tous les desserts ne sont pas forcément des tartes aux fraises. Allez en boulangerie, vous allez voir, il y a plein d'autres choses. C'est la même chose pour la protection de ressources. L'agressivité est simplement un sous-ensemble de la protection de ressources, mais il n'y a pas que ça. Vous pourriez peut-être vous dire que ok super, Aura, elle chipote encore, oui d'accord, il y a d'autres choses, mais quand même la protection de ressources c'est avant tout de l'agressivité. En réalité non, pas vraiment, et surtout dire que la protection de ressources est forcément de l'agression possessive, ça vient balayer tous les autres comportements, ça vient les rendre invisibles aux yeux du public, ou s'ils sont vus, ça vient les mettre à tort en dehors du cercle de la protection de ressources, avec les risques d'amplification de la problématique que ça implique. Car si le chien n'est pas entendu, il risque d'essayer de se rendre plus clair, et là pour le coup, ça peut passer par des comportements agressifs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve face à des chiens dont on dit « mais il a jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui ». En réalité, le chien a dit des choses, mais elles n'ont pas été comprises et elles n'ont pas été mises dans la catégorie de la protection de ressources alors qu'elles auraient dû être mises dedans.
Donc surtout ne vous dites pas que la protection de ressources c'est forcément de l'agression possessive, parce que vous allez alors faire l'impasse sur nombre de comportements que les chiens peuvent présenter et qui sont en réalité significativement plus répandus que l'agression elle-même. En effet, cette étude met en avant que ce n'est pas l'agressivité qui apparaît le plus souvent, ce sont en réalité les comportements d'évitement et d'ingestion rapide. L'agressivité est minoritaire par rapport à ces comportements-là. Aussi, je vous propose une autre petite parenthèse par rapport à cette idée reçue. Ne pensez pas non plus que le chien va faire soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire qu'il va soit présenter des comportements d'évitement, soit présenter des comportements d'ingestion rapide, soit présenter des comportements agressifs. En réalité, les chiens qui proposent des comportements d'évitement peuvent également proposer des comportements d'ingestion rapide. Ils sont même d'ailleurs souvent combinés. En revanche, c'est vrai, l'agression a tendance à être plus exclusive. Le chien va avoir moins tendance à proposer des comportements d'évitement ou d'ingestion rapide s'il propose des comportements agressifs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous emmenez votre chien vers l'agression en n'écoutant pas les autres signaux, il a plus de chances de se servir surtout de ça par la suite. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un très très mauvais plan. N'ignorez surtout pas les autres signaux de votre chien en vous disant qu'ils ne sont pas importants. Je vous propose de vous donner quelques signaux corporels qui peuvent être connectés à la protection de ressources. Évidemment, ces signaux peuvent apparaître dans d'autres contextes. Mais vous allez voir que mordre, c'est juste une toute petite partie de ces signaux. Par exemple, la respiration de votre chien peut augmenter, ou à l'inverse, sa respiration peut complètement se bloquer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un chien qui d'un coup se met en apnée. Vous pouvez avoir un chien qui s'immobilise, vous pouvez avoir un chien qui va présenter une crête, soit sur toute la ligne du dos ou sur certaines zones seulement, donc ce qu'on appelle une piloérection. Vous pouvez avoir un chien qui va manger plus vite quand on s'approche, ou qui va partir avec la ressource. Un chien qui grogne, qui montre ou qui lance les dents. Un chien qui mord, car ce n'est pas du tout la même chose que de lancer les dents, attention. Un chien qui va raidir sa queue. Un chien qui va raidir son corps, ses muscles, donc vous allez avoir un chien qui est tout raide comme une bûche. Vous pouvez aussi avoir un chien qui fixe, qui a un regard dur, généralement avec sa tête baissée vers la ressource. Vous pouvez avoir un chien qui va présenter un œil de baleine, c'est-à-dire que vous allez voir l'as clair, le blanc de l'œil. Dans la même dynamique que manger plus vite ou que partir avec la ressource, vous pouvez avoir le chien qui attrape rapidement la ressource, par exemple si ce n'est pas de la nourriture, il peut chercher à attraper très vite une balle. Vous pouvez avoir le chien qui lâche la ressource, mais pour vous attaquer. Vous pouvez aussi avoir un chien qui propose des mouvements évasifs, rapides vers la ressource, généralement accompagnés d'un grognement. Vous savez, c'est le chien qui se catapulte sur la ressource en grognant d'un coup. Vous pouvez aussi avoir un chien qui arrête immédiatement son activité, c'est-à-dire qu'admettons votre chien est en train de mastiquer et quand vous arrivez vers lui, il arrête de mastiquer. Déjà là, c'est de la protection de ressources. Vous pouvez aussi avoir des comportements annexes comme être par exemple du genre à fouiller partout dans le quotidien, donc pour essayer de trouver ou de protéger les ressources qui traînent un peu partout, ou être un crocodile, c'est-à-dire de prendre les friandises fort dans vos mains. Donc comme vous pouvez le voir, il y a effectivement des comportements agressifs, mais pas que, donc il faut faire attention à écouter tous les autres signaux, et bien entendu la liste que je vous ai proposée ici n'est pas exhaustive. Parlons maintenant ensemble d'une idée reçue monstrueuse, une idée reçue qui fait des dégâts, et cette idée reçue vous la connaissez très probablement. Cette idée reçue qui dit qu'il faut mettre les mains dans la gamelle de son chien pour lui éviter justement de faire de la protection de ressources. Alors, je pense que c'est l'une des plus grosses conneries de l'éducation canine et que c'est l'un des conseils qui fait le plus de dégâts sur les chiens, clairement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas logique, c'est problématique et c'est dangereux, et en plus, ça fait tout l'inverse de ce qu'on voudrait. Je ne comprends pas comment ce conseil peut encore vivre aujourd'hui, je ne comprends pas. Donc pour venir déconstruire cette idée, je vous propose une image très simple. Imaginez que vous êtes au restaurant, vous avez commandé une pizza, le serveur vous l'amène. Est-ce que le serveur a besoin de mettre les mains sur votre pizza, de tripoter vos rondelles de tomates pour vous montrer qu'il ne va pas y toucher? Vous trouvez ça stupide? C'est exactement ce qu'on fait au chien. C'est-à-dire qu'on part du principe que le chien va s'habituer, c'est-à-dire que, en fait, l'humain fait un truc bizarre, mais que c'est tout à fait normal et qu'il va s'y faire. En réalité, c'est complètement absurde. C'est absurde pour nous, mais c'est aussi absurde pour notre chien. Et je vous propose une phrase que vous connaissez très bien, une phrase que beaucoup d'enfants disent et qui vous aidera à mieux comprendre cette situation. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et donc, quand vous mettez les mains dans la gamelle, en fait, à votre chien, vous êtes en train de lui indiquer par votre posture que vous avez l'intention de lui piquer de la bouffe, donc vous allez le tendre, forcément. Alors oui, certains chiens vont s'y faire, potentiellement, en se disant que l'humain est vraiment très très chelou. D'autres chiens vont se tendre, mais ça ne se verra pas vraiment, les humains vont pas s'en rendre compte. Et il y a d'autres chiens, et malheureusement c'est un certain nombre d'entre eux, qui vont trouver ça de plus en plus relou, qui trouvent que l'humain est un énorme casse-bonbon, et qui à un moment donné vont finir par se retourner en disant « mais laisse tomber ma gamelle, s'il te plaît !» Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. En effet, ça n'habitue pas votre chien, ça montre simplement que l'humain est super impoli et qu'il sait pas ce que c'est que de pas tripoter la bouffe des autres. D'un point de vue éthique également, je vous propose une toute petite parenthèse.
On emmerde nos chiens pour tout dans la vie, en permanence, on les emmerde. On leur demande de s'asseoir avant de bouffer, on leur demande de s'asseoir avant de sortir de la voiture ou de la maison, on leur demande de revenir au rappel 6 fois par balade, on leur demande de pas manger les cacas, de pas se rouler dedans, on leur demande de pas aller voir les copains, on leur demande un milliard de trucs, et encore je suis très gentille quand je dis on leur demande. En général, on exige d'eux de faire tout ça. Ils n'ont même pas le droit de choisir quand ils vont faire pipi, ils n'ont pas le droit de savoir avec quels copains ils vont se balader, ils n'ont pas le droit de choisir un milliard de choses dans leur quotidien. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut leur lâcher le pompon pendant les 3 minutes dans leur journée où ils bouffent? Je pense que ça serait quand même sympa. Mais aussi, et ça c'est super important et on va en reparler après, si votre chien il grogne dans ces cas-là, vous allez faire quoi ensuite? Parce que c'est bien gentil de conseiller aux gens de mettre les mains dans la gamelle et ensuite de s'en laver les mains, sans mauvais jeu de mots. Sauf que le problème qui se pose derrière, c'est qu'il y a des tas de familles qui vont mettre en place ce conseil, qui vont se faire grogner dessus, qui vont pas du tout savoir comment gérer la situation et qui pourraient les blâmer parce que forcément ils ne peuvent pas savoir, ils débutent et c'est normal. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Comment est-ce qu'ils vont gérer l'agressivité de leur chien si elle apparaît? Donc attention avec ce conseil, en dehors d'être moisi, il est vraiment hyper incomplet. Alors souvent, ce qu'on me rétorque quand je viens critiquer cette idée reçue et ce conseil extraordinairement moisi, c'est qu'on me dit « Oui, mais ok, mais nous on a des enfants, d'accord, Céline, t'es bien gentille, mais nous il faut qu'on apprenne à notre chien que si notre enfant met les 2 mains dans la gamelle, qu'il essaye de pas le défigurer, ça serait pas mal. » Je comprends complètement votre inquiétude et bien entendu qu'on peut enseigner des choses pour apprendre à son chien à ne pas réagir. Ceci étant, je me permets de faire une parenthèse immédiatement, notre chien peut apprendre effectivement à ne pas réagir en cas d'extrême urgence, oh mon Dieu, c'est la catastrophe, le petit bambin, il s'est sauvé de l'autre pièce, et il a couru très très vite, et le seul endroit où il est allé, c'était dans la gamelle. Bon bref, c'est un petit peu capillotracté quand même, admettons-le, mais oui, ça peut arriver, je l'entends, donc effectivement, on peut potentiellement enseigner des choses pour apprendre à son chien à ne pas réagir, mais ce qui est très important aussi et avant tout, c'est d'apprendre à son enfant à ne pas mettre les mains dans la gamelle. Et le problème, c'est que justement votre enfant, il apprend beaucoup par imitation. Donc en mettant les mains dans la gamelle devant votre enfant pour apprendre à votre chien qu'il ne faut pas attaquer l'enfant qui met les mains dans la gamelle, en partant du principe que votre chien va généraliser entre vous, adultes, grands, et le petit bambin de 2 ans, ce qui n'est pas forcément gagné, et bien en fait vous êtes en train de montrer à votre enfant qu'il faut mettre les mains dans la gamelle du chien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le conseil le plus pourri du monde? Donc là, vous risquez de déclencher exactement ce que vous ne vouliez pas voir apparaître. C'est quand même ridicule. Donc si vous avez peur pour la sécurité de vos enfants, je vous propose quand même un conseil. La première chose à faire, c'est de séparer tout simplement. Séparer pendant les repas. Vous pouvez tout à fait mettre votre chien dans une autre pièce et fermer la porte le temps qu'il mange. Alors certes, je vais peut-être avoir des chevaliers de la mauvaise foi au fond de la classe me disant « Oui, mais il y a des gens, ils ont 3 enfants, 4 chiens, et ils sont dans 20 mètres carrés, et du coup ils peuvent pas séparer. » Alors, bon, je pense pas que ça concerne la majorité des chiens, soyons très honnêtes, et en plus de ça, même dans ces cas-là, vous pourriez par exemple prendre une cage ou un parc à chiens et mettre le chien dans sa cage ou dans son parc pour qu'il soit protégé des petites mains baladeuses de l'enfant et que l'enfant soit protégé des petites dents défensives du chien. Et évidemment, si votre chien a tendance à vouloir croquer votre enfant s'il s'approche de sa gamelle, s'il vous plaît, ne restez pas seul face à cette problématique et faites appel à un ou une pro qui est vraiment formé en protection de ressources pour vous aider. Vous avez le droit de vouloir vous sentir en sécurité, c'est normal, mais s'il vous plaît, ne le faites pas en mettant les mains dans la gamelle. Abordons maintenant notre 3e point, qui est que la protection de ressources est un comportement anormal. C'est un trouble du comportement qui doit être supprimé. Bah oui et non, en réalité, la protection de ressources est un comportement normal chez toutes les espèces. La simple notion de propriété des humains montre à quel point on fait de la protection de ressources. On est du genre à mettre des contrats, à mettre en place des loyers pour dire cet appartement t'appartient pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. On achète des maisons en disant c'est à moi et c'est à personne d'autre. On a des objets qui nous appartiennent, on est très 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 mécontents quand on nous les vole. On est des animaux qui faisons énormément de protection de ressources. Donc la protection de ressources est un comportement complètement normal, chez le chien aussi. Elle ne devient problématique et ne doit être accompagnée que si elle porte préjudice au chien ou à son foyer, ou si la réaction est disproportionnée par rapport à l'enjeu, évidemment. C'est sûr que si un chien essaie de vous tuer pour un bout de mouchoir, peut-être c'est légèrement abusif et ça serait pas mal qu'on l'aide à redescendre un petit peu en pression. Mais sinon, un chien qui n'a pas du tout envie de vous laisser sa mastication, il a le droit, en même temps, vous n'avez pas non plus envie que quelqu'un vous pique votre portefeuille. C'est normal. Le problème qu'on a dans ces cas-là, c'est qu'on a l'impression que les chiens nous doivent beaucoup et qu'ils devraient obéir à tout ce qu'on exige. Mais en réalité, vouloir protéger sa gamelle, c'est complètement normal. Vous avez fait les courses, vous savez ce qu'il y a dans le frigo, vous savez qu'il y aura de la nourriture demain et après-demain, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas de votre chien. Et c'est encore plus valable si vous avez adopté un chien qui a vécu dans la rue ou qui a été victime de maltraitance. Votre chien ne sait peut-être pas tout simplement qu'il aura à manger tous les jours. Et donc effectivement, il a peu de ressources dans son quotidien, c'est-à-dire que les principales ressources qu'il a, c'est sa nourriture, ses mastications s'il en a, et ses jouets, donc il a bien raison de vouloir les protéger.
Alors là, on va attaquer maintenant une autre idée reçue extrêmement pourrie qui a fait beaucoup de dégâts, et quand je vous disais tout à l'heure, ok, on dit aux gens de mettre les mains dans la gamelle, super, mais qu'est-ce qu'on fait s'ils grognent? Et ben là, justement, on y vient, à l'autre conseil moisi, le petit frère du conseil précédent, c'est s'il grogne, vous devez le punir, parce qu'il est dominant. Donc des fois on met le mot dominant derrière, des fois il n'est pas présent, mais dans tous les cas, le conseil de base, c'est que si le chien grogne, bah il faut lui mettre un coup de tatane. Mon dieu, qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts ce terme de dominant? Ceci étant, je vais pas trop digresser là-dessus, en plus j'ai fait un autre épisode sur cette thématique, donc hop, on passe à autre chose. À votre avis, le grognement, c'est quoi? Le grognement, c'est simplement une alarme incendie. Le grognement, c'est le signal poli de votre chien qu'il n'est pas à l'aise, qu'il aimerait que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire, et que si vous continuez, il va être obligé de vous mordre. Alors peut-être qu'encore une fois, je vais avoir quelques tontons René au fond de la classe qui vont me dire « Oh, arrête un peu, attends, le chien il me grogne dessus, là, c'est qu'il veut me déboîter, moi je vais le déboîter avant, et puis voilà. » Ok, très bien. Votre chien, ou en tout cas l'énorme majorité des chiens, ont une force de mâchoire capable de briser des os en un claquement de dents. Si votre chien voulait vous déboîter, justement, bah il l'aurait fait. Donc si votre chien s'emmerde, pardon de le dire comme ça, mais si votre chien s'emmerde à vous grogner dessus, à vous prévenir, à vous dire « Ah maintenant il faut que tu arrêtes, je vais te grogner dessus, je vais lancer les dents dans le vide », c'est pas pour rien, c'est qu'il est extraordinairement poli. Et si votre chien, à un moment donné, vous balance les dents et ne vous atteint pas, croyez-moi, s'il vous a pas atteint, c'est parce qu'il voulait pas le faire. Votre chien est un prédateur, un carnivore opportuniste, et croyez-moi, à côté d'eux, on est juste des grandes gigues extrêmement squishy, d'accord? On est juste des flancs. Donc si votre chien avait voulu vous mordre, il l'aurait fait. Donc si votre chien a volontairement claqué des dents dans votre direction sans vous toucher, c'est qu'il l'a fait exprès, c'est qu'il a fait attention à ne pas vous toucher. Si votre chien vous a même pincé, mais qu'il ne vous a pas percé la peau, c'est pareil, c'est parce qu'il l'a fait exprès, qu'il a fait très attention à ne pas vous faire mal et à simplement vous prévenir. S'il avait voulu vous charcuter le bras, il aurait largement pu le faire. Et toute personne qui a déjà nourri son chien au barf pourra en témoigner, un chien vous casse un os de dinde en une demi-seconde. Il n'y a aucun problème pour péter un os. Donc les os de vos doigts, croyez-moi, s'il avait voulu les déboîter un par un, il aurait pu le faire. Donc gardez en tête que si votre chien vous grogne dessus, il est en train de vous dire très poliment « Maintenant, arrête s'il te plaît, c'est l'une de mes rares ressources, arrête de m'emmerder parce que je ne suis pas à l'aise et si tu continues, je vais devoir utiliser mes super dents extrêmement féroces pour te faire des trous. » Donc si vous, de l'autre côté, vous lui mettez une peignée en lui disant concrètement qu'il va falloir que tu arrêtes de me prévenir parce que quand tu me préviens, je te mets une branlée, du coup, ce qui va se passer, c'est que votre chien, il va arrêter de prévenir, il va pas arrêter de mordre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va vous donner des signaux potentiellement plus polis, comme les signaux dont je vous ai parlé préalablement. Il ne va plus grogner, puisqu'il voit bien que c'est pas entendu, ça sert à rien, et il va sortir directement les dents, voire vous mordre. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Pardon, c'est potentiellement un trigger warning, je vais parler d'une personne dans la rue qui se fait poursuivre par un agresseur. Imaginez vous êtes dans la rue, il y a une personne qui vous suit. Et cette personne, vous lui dites une fois, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. La deuxième fois, potentiellement, vous dites la même chose. La troisième fois, vous commencez à hausser le ton. Et au bout de la xème fois, ça dépend de la sensibilité des gens et ça dépend de leur tolérance à se faire emmerder dans la rue, potentiellement, vous allez soit lui coller un pain, soit sortir le spray au poivre. Le problème, c'est que si, le lendemain ou le surlendemain, vous recroisez cette personne, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez vous emmerder à lui dire « Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille ?» Vous allez, dès le début, sortir votre spray au poivre et être déjà prêt à attaquer cette personne parce qu'elle a manqué de vous blesser ou qu'elle vous a porté préjudice d'une façon ou d'une autre. C'est exactement la même chose pour votre chien. Si votre chien vous grogne dessus et que vous lui mettez une branlée à chaque fois qu'il vous grogne dessus, la prochaine fois il ne va pas s'embêter à grogner. Tout simplement parce que vous venez de lui apprendre que vous prévenir, c'était pourri. Attention à ce que vous apprenez à vos chiens. Abordons maintenant une autre idée reçue qui met en avant qu'avoir plein de ressources, ça fera que la protection de ressources va s'éteindre toute seule. En gros, cette idée reçue part du postulat qu'il suffit de mettre plein de nonos dans la maison, de mettre une gamelle avec de la bouffe en illimité, pour que le chien ne protège plus les ressources. Alors ça peut, potentiellement peut-être, mais pas forcément. Et moi je vais vous donner un exemple très concret pour ça, je vais vous donner l'exemple de Rune. Rune, elle a toujours eu des ressources en abondance. Elle a une caisse blindée de jouets et de peluches, elle a une caisse de mastication en accès libre, oui, en accès libre pour une golden et elle les bouffe pas en permanence, elle a plein de jeux, et quand elle a faim, elle bouffe et je l'emmerde pas, je ne l'ai jamais emmerdée quand elle mangeait. Et pourtant, Rune fait de la protection de ressources, et cette protection de ressources est maintenue malgré l'abondance de ressources. Donc non, c'est pas tout à fait vrai, et même d'ailleurs, pour certains chiens, au contraire. Avoir autant de ressources à protéger pourrait les rendre encore plus inconfortables et encore plus tendus, parce qu'en gros, ils se disent que, oh mon Dieu, j'ai beaucoup de choses qui traînent partout, et il va falloir que je les garde près de moi. Imaginez par exemple que vous êtes à un festival ou un marché ou peu importe où, et là vous vous rendez compte qu'en fait il y a votre vélo qui est à 200 mètres mais il n'est pas attaché. Vous avez oublié votre carte bancaire dans un des stands ou à côté du maraîcher, vous avez oublié votre portefeuille tout entier à côté du fromager, bref vous êtes extraordinairement tête en l'air.
Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez être plus serein ou plus sereine au marché en vous disant que toutes vos ressources sont éparpillées partout et que potentiellement, du coup, pour chacune de ces ressources, il y a des dangers, il y a des risques que cette ressource se fasse piquer par quelqu'un? Donc vous voyez que pour certains chiens, avoir plein de ressources, au contraire, ça va leur donner envie de protéger absolument tout ce qui est autour d'eux, parce qu'ils vont se dire que, oh mon dieu, mais attends, il y a mon super nonos qui est là, ah merde, mais attends, j'ai ma gamelle en illimité aussi là, comment je vais faire? Parce que les deux sont à 5 mètres l'un de l'autre, comment je vais faire pour protéger ça? Donc attention, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait pertinent, et donc pour certains chiens, soit la production de ressources se maintient et ne s'aggrave pas, donc comme par exemple pour Rune, qui a toujours eu beaucoup de ressources en illimité sans problème, et qui pourtant fait de la protection de ressources depuis qu'elle est bébé, mais pour certains chiens, ça peut clairement s'aggraver, donc attention à ça. Et maintenant, on va finir l'épisode avec une thématique beaucoup plus douce, avec une idée reçue plus douce, qui est que la protection de ressources, c'est forcément sur de la bouffe. Effectivement, quand on parle de protection de ressources, souvent on a l'image du chien qui ronge son os et qui essaye de nous croquer quand on s'approche. En réalité, c'est pas du tout vrai, la liste est bien plus longue et un chien peut faire de la protection de ressources sur un certain nombre de ressources. Je vous donne ici une liste qui est bien entendu non exhaustive. Alors oui, effectivement, le chien peut faire de la protection de ressources sur de la bouffe, on est d'accord. Il peut faire de la protection de ressources sur sa ration, sur une mastication, sur un Kong qui contient de la pâtée par exemple. Il peut faire de la protection de ressources sur des objets, comme une balle, un jouet, un papier qui traîne. Rune a fait de la protection de ressources il y a pas très longtemps sur un caillou, et de la protection de ressources à charger, grogner et balancer les dents. Sur un caillou. Les chiens peuvent faire aussi de la protection de ressources sur des personnes, c'est-à-dire qu'une personne est protégée du reste du monde, ou sur d'autres chiens. Je l'ai vu très souvent en balade collective d'avoir des chiens qui viennent en protéger d'autres et empêcher d'autres chiens de s'approcher. Les chiens peuvent également protéger des lieux ou des zones, comme par exemple protéger toute la cuisine ou protéger la zone à côté du canapé, ou même juste un trou dans le sol. Les chiens peuvent protéger des meubles et des surfaces, comme protéger le lit, protéger le canapé par exemple, ça c'est quand même assez commun et assez connu. Mais les chiens peuvent aussi protéger des odeurs. Alors bon courage avant de cerner pourquoi le chien essaie de vous déchiqueter quand vous arrivez à tel endroit. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'odeurs, parce qu'on va être très honnête, on est extraordinairement nul de notre nez, on n'est vraiment pas aussi bon que nos chiens. Et je vais vous donner un autre exemple très concret en vous parlant de Vulcain, donc mon précédent chien, qui faisait beaucoup de protection de ressources sur beaucoup de choses. Donc il faisait de la protection de ressources sur moi, sur les autres chiens, sur les flaques d'eau, il faisait de la protection de ressources sur les bâtons, sur ma pochette à friandises, parce que certes, même quand elle était vide, il y avait eu potentiellement des friandises dedans, donc dans le doute, il fallait la protéger, et encore tout un tas d'autres choses, j'ai sincèrement oublié la liste tellement il y en avait. Donc, les chiens peuvent faire de la protection de ressources sur beaucoup de choses et bien plus que simplement la nourriture, donc faites attention à ça, ne partez pas du principe qu'il s'agit uniquement de la bouffe, ce n'est pas vrai. Du coup, je vous propose une petite question pour cette fin d'épisode. Vous, votre chien, si votre chien fait de la protection de ressources et que vous avez réussi à cerner ce comportement-là, il fait de la protection de ressources sur quoi? Ça m'intéresse beaucoup de savoir quel est le chien le plus extravagant, quel est le chien le plus créatif en termes de protection de ressources, quel est le chien qui a décidé de protéger des trucs complètement capillotractés. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, j'avais très envie de vous parler de ce sujet car il est important et vraiment trop mal connu et comme vous pouvez le voir, il y a tellement des conseils de merde à son sujet, mon dieu. Mais par contre, j'ai fait un choix, celui de ne pas vous donner de solution toute faite, ou très peu en tout cas, parce que ça pourrait faire pire que mieux selon votre problématique. Donc cet épisode se veut être une mise en bouche de déconstruction, mais ça ne remplacera bien entendu jamais un bilan. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens, arrêtez de leur piquer des trucs, laissez-les tranquilles quand ils bouffent. Des bisous sur vos truffes!